on est tous grossophobes, on va pas se mentir. On a tous été matrixés par les magazines, par les réseaux. Le mot gros n'est pas un gros mot du tout. Après, la grossophobie, malheureusement, il y en a de partout. On a tout un truc à déconstruire aussi, en n'oubliant pas qu'être gros, ça peut provoquer des problèmes de santé. Sur les réseaux sociaux, des mouvements un peu extrémistes qui disent que non, si t'es gros, tu seras jamais malade, c'est des mythos, etc. Non, ça existe. Ça c'est du déni. On stoppe. Quand une personne me dit « trop bien, j'ai perdu 2 kilos », je leur dis « je m'en fous ». Le chiffre, je m'en fous là. Qu'est-ce que vous avez fait pour perdre ces 2 kilos ? C'est valoriser les actions plutôt que le poids. Première consultation en général, c'est OK, vous voulez perdre du poids. Pourquoi ? Et en fait, l'idée, c'est de poser la question jusqu'à ce que le patient te sorte des valeurs motrices. Je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Allez, valeurs famille. Il y a le poids. Qu'est-ce qui est encore plus important ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on reçoit Jérémy, on va parler grossophobie, troubles du comportement alimentaire, obésité entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute et n'hésitez pas à vous abonner. Salut Jérémy. Hello. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Ouais, je suis Jérémy Gorski, donc je suis diététicien psychonutritionniste sur Lyon, donc j'exerce en cabinet et en visio. Et je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux depuis 5 ou 6 ans maintenant. Sous le pseudo Mande Banane. Alors tu dis que tu es diététicien psychonutritionniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout et rien dire. C'est un terme marketing, honnêtement. Okay. C'est pas un nom qui est légalisé, on va dire. C'est plus pour parler de ma spécialisation. Je suis spécialisé en comportement alimentaire et en TCA, donc ça, faut bien le dire, parce que dans l'esprit des gens, diététicien, c'est vraiment axé perte de poids. Donc là, c'est vraiment pour se distinguer des autres personnes. Bon, après, j'ai des formations en plus. J'ai un DU en psychologie, pédagogie du comportement alimentaire et j'ai fait quelques formations en thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc pour avoir le bagage qu'il faut pour se dire psychonutritionniste, quoi. Après, le but, c'est pas de voler le travail au psy parce qu'on garde vraiment le côté psychologie, mais axé à l'alimentation. Donc voilà, c'est vraiment pour essayer de se distinguer. On pourrait mettre diététicien spécialisé en comportement alimentaire, ça voudrait dire un petit peu pareil, mais voilà, okay. pour distinguer un petit peu. Où est-ce que tu mets la limite entre psy et psychonutritionniste ? Le diplôme, déjà. Ouais. L'intensité du travail avec le patient, c'est-à-dire qu'on ne va jamais aller trop en profondeur. Ce n'est pas notre job du tout, donc il faut vraiment rester à sa place, que ce soit pour le côté psy que le côté médecine, etc. Donc on n'a pas le droit d'interpréter des bilans, on n'a pas le droit de faire un diagnostic sur des TCA, ce qui est dommage à mon sens. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'on doit rester axé sur le comportement alimentaire. Donc moi, j'ai fait une formation en thérapie ACT, donc c'est thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc c'est une thérapie brève qui est issue des TCC, thérapie comportementale et cognitive. Et ça, je m'en sers vraiment pour attirer la motivation chez les patients, pour trouver une source de motivation qui est beaucoup plus pérenne que uniquement perdre du poids, etc. Donc voilà, c'est vraiment toujours relié à l'alimentation, au comportement alimentaire. Donc les TCC, déjà, c'est le lien entre pensée, émotion et comportement, dans tous les cas, mais on ne va pas plus loin. On ne va pas aller chercher quel schéma il y a, quel trauma, quel schéma, etc., parce qu'on n'a pas les clés. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de survoler un petit peu, de travailler dessus avec des exercices qu'on peut donner aussi, et surtout avoir les capacités à reconnaître justement ces traumas quand même et des blocages qu'il peut y avoir pour pouvoir orienter chez le psy s'il y a besoin. Ok, donc finalement c'est un peu ça le rôle du diététicien, c'est d'avoir un peu de finesse dans nos prises en charge pour savoir quand il faut orienter vers un psy ou vers un autre pro de santé. Ouais, je sais pas si c'est le rôle, mais pour moi c'est un indispensable. Indispensable, ouais. Mais le problème c'est qu'on n'est pas trop formé à ça. Malheureusement. Donc pour moi c'est plus un must-have de se former sur le côté psychologie. Mais oui, notre rôle, c'est de voir, dans tous les cas, s'il y a un trouble alimentaire, d'essayer de au moins le reconnaître pour pouvoir orienter vers le médecin ou le psychiatre, pour avoir vraiment le diagnostic. Mais ouais, l'idée, pour moi, c'est que tout le monde devrait être formé en psychologie pour le métier de diète, et c'est ce qui manque souvent aux jeunes diètes qui sortent du BTS, quoi. Justement, c'était ma question suivante. Quand on sort du BTS diète, on a survolé
même tout ce qui est TCA, hein, c'est très très léger. Apparemment, il y a un peu plus de cours. Ça reste quand même léger et ça reste que de la théorie, Ouais. malheureusement. Mais ouais, ça plaît pas à tout le monde à chaque fois, mais en général, ce que je dis, moi, c'est qu'à la sortie du BTS, l'idée, c'est de pas se mettre en libéral tout de suite. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je déconseille fortement parce qu'on n'a pas les clés pour le coup, mais que ce soit du côté psychologique ou du côté pratique, sauf si pendant les stages, on a fait vraiment 5 semaines en libéral et puis 5 semaines à l'hôpital, dans un hôpital de jour, etc. Pourquoi pas. Mais ouais, l'idée, c'est vraiment de se former avant. Alors après, ça reste des formations. C'est pareil, si on fait un DU, il y a des DU TCA, des DU psychologie pédagogique comme j'ai fait, etc. Donc on a des outils, on a des exercices qu'on peut donner, etc. Mais pour moi, il manque un petit peu de pratique. Donc pour moi, l'idée, ce serait et de se former. Alors les DU, c'est cher, malheureusement, mais ça reste plus un investissement. C'est combien un DU à peu près ? 1500, 1800, ça dépend. Ça reste un investissement, surtout si on a fait le BTS en école privée. Ça commence à chiffrer un petit peu. Après, comme je dis à mes patients sur les réseaux, c'est pas que c'est un coût one shot, c'est vraiment c'est un investissement pour notre carrière après. Donc ça vaut le coup. Donc moi, ce que je conseille en général, c'est de faire un DU au moins pour se spécialiser, que ce soit en psychologie ou autre, obésité, gynéco, endocrino, etc. Il y a plein de choses maintenant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se former un maximum. Il y a des formations qui sont beaucoup moins chères. Moi, je sais qu'avant de faire les DU, j'ai fait les formations du CFDC de Florian Safer, qui coûtent 50 €, des fois un peu plus, mais elles sont incroyables. Il est ingénieur en pédagogie et c'est super pédagogique pour le coup. Il y a de la théorie, il y a de la pratique, il y a des supervisions, il y a des études de cas et ça permet vraiment d'avoir des outils en plus de thérapie ACT notamment. Donc ça, c'est plutôt chouette, à moindre coût, honnêtement. Et l'idéal pour moi, c'est de faire des stages avec un pro qui a de l'expérience, voire de supervision pour avoir le bagage et se lancer tout seul, quoi. Donc tu penses qu'à la fin du BTS, il faudrait enchaîner sur une formation, sur un DU ou sur... Alors un DU, c'est peut-être compliqué parce que il y a le côté financier. Ouais. Après, les petites formations, pour moi, c'est indispensable. Le truc, c'est qu'après, quand on se met en libéral, il y a un petit moment de battement. Je pense qu'on n'est pas en libéral tout de suite et on n'a pas une patientèle de fou à bosser 35 heures, sauf si on a de la chance. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, c'est pas de la chance, c'est que j'ai beaucoup travaillé et ma patientèle, je l'ai eue grâce au réseau, alors que j'avais pas du tout prévu de faire ça. Et je sais que maintenant, il y a pas mal d'étudiants en diététique qui se lancent sur les réseaux sociaux et qui peuvent potentiellement avoir une patientèle dès la sortie. Mais ouais, l'idée pour moi, c'est vraiment de profiter des moments de flottement pour se former un maximum. Alors, soit des formations, soit lire des livres, etc. Pour avoir des clés en plus. Ok. Toi, tu penses que ta prise en charge, elle a évolué au fil de tes années, au fil de tes formations ? Ouais. Si je me rappelle au tout début, alors moi ça fait depuis 2011 que je suis diététicien, j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir un cabinet tout de suite parce que c'est mon mentor qui m'a refilé son bébé. Ah ouais, t'as pris Et vraiment la chance parce qu'il m'a pas fait régler. Et la patientèle aussi, alors ouais. La patientèle aussi. Et ça allait pas du tout. Quand je me revois, c'était vraiment... le rendez-vous devait durer une demi-heure. Et puis, je sortais ma petite feuille avec les grammages. Et c'était tout. Typiquement, ce qu'on apprenait... Alors, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui en BTS, mais... tu l'as vu, on apprend à faire des rations en mode robot. Et typiquement, c'était ça. Mon patient, c'était un poids sur pattes. C'est horrible de dire ça, mais... je voyais que le problème du poids. Et je m'intéressais à rien d'autre parce qu'on ne nous apprend pas à s'intéresser à autre chose, hormis peut-être la physiopatho, et encore, pour le coup. Mais entre les premières consultations, alors j'ai tenu 6 mois. Après, j'ai arrêté parce que j'étais dans un quartier à Lyon qui est très bourge, entre guillemets, et c'était typiquement, je vais au ski, je veux rentrer dans ma combi, ou alors je vais à Ibiza, je veux perdre 3 kilos. Ça m'intéresse pas du tout, le côté vraiment purement esthétique. Donc ça, c'est cool parce que c'est depuis toujours, je vois que c'est dans ma tête, donc c'est plutôt positif. Mais entre ça et aujourd'hui, je fais la différence. Aujourd'hui, les diètes qui donnent des régimes comme ça à la feuille au bout de 15 minutes, on appelle ça des amaigrissologues sur les groupes Facebook de diète. J'étais un amaigrissologue, aujourd'hui, je suis plus un thérapeute. Donc ça, c'est plutôt chouette.
Et ça a dû aux formations, à ma propre expérience aussi, parce que j'ai eu des problèmes de poids, des problèmes de TCA. Et là, je suis en train vraiment en direct de me poser la question comment j'ai pu traiter les patients au tout début comme on a pu me traiter avant. Et ouais, l'idée, c'est vraiment ça, c'est que j'ai évolué avec tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai vu aussi sur les réseaux, ça m'a beaucoup aidé. Parce que très clairement, alors j'avais pas prévu du tout de faire des consultations. Hein. Pour moi, c'était Instagram, c'était un passe-temps, très clairement. Et à force de recevoir des témoignages, des messages privés de personnes en souffrance qui allaient chez les diètes avec des plans alimentaires au bout de 5 minutes. Alors on peut donner des plans alimentaires, c'est très bien, J'allais y venir ça peut après. servir. C'est pas à diaboliser du tout. Ouais. Moi, j'en donne encore aujourd'hui. Ça dépend vraiment des cas, mais quand je vois la souffrance des personnes qui sont considérées uniquement pour leur poids, je me dis là ça va pas, il y a peut-être quelque chose à faire autrement, et c'est comme ça que j'ai amélioré pour le coup ma prise en charge et que j'ai vraiment vu le patient dans sa globalité. Ouais, quoi. je suis d'accord avec toi. Moi, je me retrouve dans ce que tu décris aussi. C'est vrai que au départ, on a tendance à voir la perte de poids parce que c'est, en tout cas, pour moi, c'est 90% des personnes qui viennent me voir. Donc, c'est vrai qu'on voit ça. Et maintenant, on est un peu sur une sorte de dérive, je trouve, c'est-à-dire, on est passé où c'était que plan alimentaire sans s'occuper de la personne. Et maintenant, on est, oh mon Dieu, tu fais un plan alimentaire, t'es amaigrissologue ou t'es... comment dire, tu vas prôner les TCA, tu vas prôner les TCA. Et là, je me dis, attends, il y a quand même un problème aussi entre le juste équilibre entre les deux. Un gros problème de nuance, en fait, oui. chez beaucoup de personnes, malheureusement. Ah ben voilà, je suis rassurée aussi que tu le trouves, parce que, en tout cas, moi, j'accorde énormément d'importance à la psychologie, à la motivation et tout ça, mais je me rends compte aussi que la plupart des gens, qui peuvent avoir des petits problèmes d'alimentation, mais il y a aussi un manque d'éducation nutritionnelle. Clairement. Et donc de passer par un plan alimentaire adapté. Attention, c'est pas la même feuille qu'on sort à tout le monde, bien sûr. Voilà, avec des petites recettes sympas qui peuvent aller pour toute la famille. En fait, c'est super important. Ça redonne du cadre, ça réoriente. Et l'idée, après, c'est à nous de travailler avec le patient sur la flexibilité. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a le plan et l'idée, c'est aussi... Et en fait, le plan alimentaire, moi, des fois, je le donne. Il y a des patients qui ne jurent que par ça. Parce que, voilà, écoutez vos sensations, ça va pas marcher. Alors, des fois, ça marche pas chez pas mal de personnes. C'est aussi à nuancer et il faut prendre du recul là-dessus aussi. Mais ce plan alimentaire, ça peut être déjà la base, déjà pour réapprendre à faire une assiette. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment faire une assiette équilibrée. Et c'est pas forcément mettre moins de quantité. Pour certains, c'est parfois mettre plus. Mettre plus. Alors moi, j'ai un biais parce que sur mon compte Instagram, c'est beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires, donc qui ont tendance à manger beaucoup moins. Donc moi, je me bats tous les jours pour qu'ils mangent beaucoup plus. Donc déjà, ça permet, le plan alimentaire, dans ce cas-là, il permet aussi de rassurer les personnes. Alors, ça les rassure pas au début, parce qu'ils se disent, mais je vais prendre du poids avec tout ce que vous mettez. Et au final, ils voient qu'ils perdent du poids, que ça se passe beaucoup mieux en énergie, etc. Je me sers aussi des plans alimentaires, parce que moi, j'aime bien rentrer dans le jeu des patients. Pour les personnes qui veulent absolument perdre 5 kilos, etc., qui veulent un truc rapidement, je leur dis, OK, je vous fais un plan alimentaire pour 15 jours. Pendant 15 jours, vous allez me noter en fait tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre assiette, dans votre ventre. Et vous voyez que c'est l'enfer en fait. Donc voilà, j'ai faim toute la journée, je suis pas bien, j'arrive pas à me concentrer, je suis frustré. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui est beaucoup plus fonctionnel? Et le plan alimentaire, il peut servir à plein de choses, quoi. Ouais, ok. C'est bien qu'on mette de la nuance, déjà. Je suis contente. Pareil pour le terme holistique. On le voit un peu à toutes les sauces. Quelle est la définition que tu mets, toi, derrière ce terme holistique? Pareil, une définition marketing qui veut dire prendre le patient dans sa globalité. Alors, je suis coupable, je l'ai utilisé au début. C'est vrai. Parce qu'on fait beaucoup, sur les réseaux sociaux, je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs parce qu'il faut se démarquer et puis on apprend beaucoup. Le terme holistique, c'est ce que tout le monde devrait faire. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, voilà, au tout début de mon libéral, j'ai vraiment pris le patient comme un poids sur pattes. Grosse erreur. Le côté holistique, c'est là qu'il est intéressant, c'est qu'effectivement, la personne fait tel poids, mais on va prendre aussi en compte ses habitudes de vie, son environnement, la sédentarité, le sport, le sommeil, la gestion du stress, etc. Et ça, tout le monde devrait le faire. Et holistique, pareil, diététicien holistique, oui, mais en fait, tout le monde devrait être diététicien holistique. De la même façon qu'on voit sur les réseaux sociaux, je sais pas, expert relance métabolique ou expert reverse diète. Enfin, si on part par là, je fais de la reverse diète tous les jours parce que tous mes patients, je leur dis allez, on va réaugmenter progressivement. Le marketing, je comprends que ça fonctionne, c'est un peu comme le mot rééquilibrage alimentaire.
qu'on a donné à la place de régime, parfois, c'est fin entre les deux, et c'est pour attirer plus de monde. Ouais. Mais dans tous les cas, l'alimentation holistique, ou la prise en charge holistique, c'est la base de la base pour moi. Carrément. Ok. Alors, dans ton livre, le 2e livre, tu parles beaucoup de grossophobie. Comment tu la définirais, la grossophobie, toi ? La grossophobie, c'est tous les comportements hostiles et discriminants, aussi malheureusement envers les personnes grosses, qui est surpoids, obésité, etc. C'est même pas le sujet, c'est vraiment la grosseur qui rentre en compte. Grosse n'est pas un gros mot ? Non. Et c'est un gros travail que je fais en consultation, c'est de remettre de la neutralité sur le mot, en fait. Gros, c'est un adjectif de la même façon que je suis brun, que t'es brune, etc. Et ça, c'est important de le dire. Ça, pareil, je m'en amuse beaucoup en consultation, de dédramatiser ça. Quand on me dit, voilà, je suis ronde, souvent j'ai une pièce ou un truc proche de moi, je fais, ça c'est rond. Est-ce que vous êtes comme ça ? Non. En fait, effectivement, s'il y a de la grosseur, en fait, vous êtes grosse. Et en fait, c'est OK. Alors, peut-être pas, c'est pas OK pour vous maintenant, mais il faut l'accepter pour pouvoir travailler dessus. Ça, c'est la base de la base. Mais voilà, le mot gros n'est pas un gros mot du tout. Et c'est important de travailler dessus. Après, la grossophobie, malheureusement, il y en a de partout. Ouais. T'as des exemples à donner ? Ou plein. On va prendre le pire. Une patiente qui attendait un bébé qui était en obésité, qui a été chez l'anesthésiste pour la péridurale, etc., etc. Le médecin lui a dit vous êtes grosse, il y a des risques pour le bébé. Par contre, sachez que s'il y a un problème, c'est vous que je vais sauver, parce que le bébé, vous pouvez en refaire un autre. C'est d'une violence inouïe, parce que déjà, on part du principe que parce qu'elle est grosse, il y a des complications forcément. Alors, ça peut être le cas, mais c'est pas non plus... la grosseur, c'est pas la base de tous les maux de la Terre, mais c'est surtout la culpabilité pour la maman s'il se passe quelque chose, quoi. C'est affreux. Et après, on a de la grossophobie classique. Moi, j'en ai eu, j'en parle dans mon livre, hein, le médecin qui me dit « Allez, on va se peser », et au final, il me pèse pas. Il me dit « J'ai pas besoin de te peser, je vois que t'es obèse, c'est pas normal d'être comme ça à ton âge. » Qui écrit en rouge sur ton carnet de santé. Aussi, donc voilà, ça c'est problématique. Et après, il y a de la grossophobie. Alors, il y a toute la grossophobie médicale. Je crois qu'il y a 63% des personnes qui en ont subi de la grossophobie médicale. C'est énorme, C'est énorme. Et après, il y a la grossophobie de tous les jours. Hein, rien que les personnes qui ne peuvent pas s'asseoir correctement dans le train, en ville, etc. Et tu as la grossophobie qui viennent de tes proches, qui est un petit peu compliqué. Typiquement, voilà, c'est dommage, tu serais tellement jolie, ou tu étais mieux avant, ou c'est dommage, tu as un beau visage. Ça, c'est de la grossophobie, pour le coup. Et tu as les trucs un petit peu plus indirects, du genre, tu devrais faire du sport. Ça, pour moi, c'est le pire, parce que en fait, cette grossophobie-là, elle est indirecte, mais tu devrais faire du sport. Qui vous dit en fait que la personne ne fait pas déjà du sport ? Ça se trouve, elle se tue au sport tous les jours depuis 6 mois. Possiblement, alors peut-être qu'elle a des troubles alimentaires qui font qu'elle mange trop après, ou qu'elle a mal adapté, donc elle perd pas de poids, ou alors le temps que ça se voit, il faut du temps parce qu'elle prend du muscle, etc. La personne se tue tous les jours, et là, tu as une personne qui lui dit « tu devrais faire du sport ». Niveau estime de soi, c'est un peu compliqué, et tu as l'impression de jamais en faire assez, etc. Donc on en voit vraiment tous les jours. C'est une étude de 2020 qui dit que 54% des personnes grosses subissent la grossophobie une fois par jour. Une fois par jour ? Une fois par jour. Et 74%, je crois, une fois par mois. Donc pas forcément grossophobie médicale, alors tu veux dire dans la vie de tous les jours ? Globalement, typiquement, tous les jours, ça peut être, je vais dans un magasin, il n'y a pas ma taille. Le magasin qui te dit, non, personne n'en achète, donc on va pas garder ça en stock. C'est grossophobe. Alors, il y a aussi ce truc de, aujourd'hui, tout serait grossophobe. Donc il y a une limite aussi à mettre là-dessus, donc c'est un petit peu compliqué sur ce sujet-là, mais il y a pas mal de comportements qu'on a internalisés. Il y a aussi la grossophobie internalisée, hein. Typiquement, là, je sors d'une rupture, j'ai repris du poids. Je suis pas super fan par rapport à mon corps d'avant, et j'aimerais bien perdre du poids pour ressembler à ce que je ressemblais avant, où je me trouvais mieux. Typiquement, c'est de la grossophobie, entre guillemets. Donc, parce qu'on a été matrixé à ça toute notre vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas excuse-moi, je te coupe, mais est-ce qu'il n'y a pas une nuance aussi à apporter, dans le sens où est-ce que c'est nécessairement grossophobe si
ça te permet de te sentir mieux sur plein d'autres aspects. Donc tu vois, si tes marqueurs de santé, je sais pas, vont mieux, si ta santé mentale va mieux, où est-ce qu'on place le curseur? Parce que comme tu le dis, on peut voir de la grossophobie partout, et encore une fois, on est dans un sort de tout ou rien. En fait, c'est déjà que ça doit venir de nous, Ouais. pour le coup, et il y a vraiment ce côté, quel est l'impact sur ma santé globale, alors sans faire du santéisme, etc. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, si là, effectivement, je veux avoir des tablettes de chocolat parce que mon ventre, je le supporte pas, possiblement, pour le côté esthétique, c'est plus de la grossophobie parce que j'aime pas mon corps gros. Par contre, si je me dis, je vais reprendre le sport parce que je me sens mieux, et puis en plus, quand j'ai des abdos, j'ai moins mal au dos, etc. Donc pour ma santé, le côté mécanique, etc., ça va mieux. Là, c'est pas la même chose. Et si avoir des tablettes de chocolat, ça te rend super heureux? C'est pas pour moi, c'est de l'esthétisme. Après, je pense que la limite est fine. Après, voilà, il y a... À quel prix, en fait? Peut-être que c'est ça la question. À quel prix aussi. Après, je vais être horrible. Peut-être qu'on coupera au montage si je l'assume pas. Mais il y a aussi beaucoup de victimisation, malheureusement, du côté, voilà, c'est grossophobe. C'est un peu l'excuse, entre guillemets. Alors, je remets pas en question toute la souffrance que les personnes subissent depuis des années, tous les jours, comme 54% des personnes, etc. Mais il y a aussi ce côté, oh, tu me dis ça, c'est grossophobe, ça c'est grossophobe, etc. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Un médecin qui va te peser, c'est pas grossophobe. S'il en a besoin pour calculer une posologie, c'est OK. Par contre, s'il te dit vous avez une otite, perdez du poids, vous aurez plus d'otite, c'est de la grossophobie parce qu'en fait, il prend même pas la peine de poser un diagnostic avec des symptômes médicaux, biologiques, etc. C'est la grosseur, donne des problèmes de santé et basta. Et ça, c'est de la grossophobie pour le coup. D'accord. Ouais. Donc voilà. Par contre, dire voilà, vous avez du diabète, etc. Et il y a peut-être un peu de graisse viscérale, donc peut-être que ça doit jouer sur la résistance à l'insuline. C'est pas de la grossophobie, c'est de la médecine. Oui. Donc il y a ça aussi. Moi, j'avais une patiente, elle a perdu 40 kilos. Et là, récemment, elle est allée faire un test d'effort chez le médecin. Et donc, c'est une pipelette, tu vois, elle est très solaire et tout. Et donc, elle raconte. Et donc, elle va dire ma diététicienne, c'est Justine, j'ai déjà perdu 40 kilos. Et la dame, qui est finalement, je crois, infirmière, elle lui dit comment vous pesiez, mais vraiment comme ça, 40 kilos, mais vous deviez plus savoir bouger à ce poids-là. Et en fait, elle me raconte ça. Mais en fait, j'ai perdu 40 kilos, c'est génial. Mais bien sûr, c'est génial. Et c'est pas parce que tu avais 40 kilos de plus que tu bougeais pas. En fait, je veux dire, sa personnalité, c'était la même. Elle était solaire, gentille, tout ce que tu veux. Et là, elle s'est dit, ah ouais, d'accord, en fait, il y a un petit effet décourageant, ce que je peux comprendre. J'ai perdu 40 kilos et en fait... finalement, c'est compliqué. De toute façon, la valeur des gens aujourd'hui, malheureusement, elle est vue qu'à travers l'apparence physique, très souvent, ou la réussite, etc. Et on met pas assez en avant, par exemple, tout ce que ta patiente a fait pour perdre 40 kilos, c'est ce qui compte le plus, parce que si malheureusement un jour elle les reprend pour X ou Y raison, je sais pas, un burn-out, que ça soit sa génétique, etc., problème de santé, en fait, ce qui comptera, c'est de pas oublier tout ce qu'elle a mis en avant, c'est ce qui compte le plus pour le coup. Donc voilà. Ouais, mais t'as raison aussi, c'est bien de le dire, cette histoire de tout est grossophobe et maintenant dès qu'on parle du poids on est grossophobe, mais enfin tu vois, il y a cette grande question de est-ce qu'on pèse ses patients ou pas, est-ce que c'est grossophobe de peser ses patients? Moi je pèse mes patients, ça représente 1% de la prise en charge. Après voilà, il y a la question d'utilité aussi, c'est est-ce que c'est utile de peser les patients ou pas. Après ça dépend de la population qu'on a. Moi si je suis une personne qui souffre d'anorexie, je vais la peser. Alors potentiellement soit elle va regarder, soit elle regarde pas, c'est moi qui regarde et je prends le chiffre pour savoir si tout se passe bien, etc. Puis on travaille plus tard sur son rapport au poids aussi. Mais voilà, il y a des patients que je pèse pas du tout. Il y a des patients dans quel cas alors? Plus quand c'est des problèmes de comportement alimentaire, parce que pour moi, c'est pas la priorité du tout. Dans tous les cas, si, par exemple, je sais pas, une personne qui mange ses émotions toute la journée ou qui fait de l'hyperphagie, la perte de poids, c'est pas la priorité. Dans tous les cas, si on arrive à travailler sur la gestion des émotions, sur la source des crises d'hyperphagie, etc., et qu'il n'y en a plus, elle va perdre du poids. Donc, le poids, c'est la cerise sur le gâteau. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe... durant le mois, vous voulez la quinzaine, entre les deux rendez-vous. Voilà, qu'est-ce que vous avez mis en place? Des fois, mes patients me disent je suis trop contente, au prochain rendez-vous, je suis trop contente, j'ai perdu ton poids. Je dis, je m'en fous. Déjà parce que je ne sais pas comment vous les avez perdus.
Donc ça se trouve, si vous continuez à vous restreindre, je ne vais pas vous féliciter. En fait. Par contre, si vous me dites que vous avez été vous coucher plus tôt, que vous avez essayé de gérer vos émotions, je sais pas, avec des exercices de TCC ou en consultant en psy, etc., et que ça a marché, et que la cerise sur le gâteau, c'est le poids qui a été perdu, bravo. Mais en soi, le poids, effectivement, c'est un indicateur, alors, entre guillemets, de santé, parce qu'on peut très bien être gros, ou avoir un IMC élevé sans avoir de problème de poids. Là, il y a les JO en ce moment, il y a Simone Biles, quand on la voit, je crois qu'elle fait 1m44, je crois qu'elle fait 47 kilos, donc elle n'a pas un IMC mince, mais par contre c'est une boule de muscle. Ouais. Donc là, c'est un cas particulier, c'est une athlète, mais il y a aussi des personnes qui ont un IMC qui est un peu supérieur, et qui font beaucoup de DEM, etc. Donc c'est pas forcément du gras, mais c'est de l'eau. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes aussi. Donc c'est pour ça que le poids, c'est vraiment adapté à chaque fois. Ouais, il y a des patients que je vais pas peser du tout quand il y a vraiment une perte de poids et qu'il n'y a pas de soucis potentiellement à côté, et qu'on se base vraiment sur comment perdre du poids, je vais les peser, ou alors à distance, elles se pèsent toutes seules pour voir l'évolution. L'impédance-métrie, moi, au cabinet, je pèse quasiment systématiquement parce que j'ai l'impédance-mètre. Quand c'est des patientes qui se pèsent à la maison avec une balance à aiguille classique, je vois pas trop l'intérêt, parce qu'on ne sait pas si elle a pris du muscle, si elle a perdu du gras, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, mais avec l'impédance-mètre, moi je regarde si tout se passe bien, si elle a maintenu ou pris du muscle, et si elle a perdu du gras, si elle fait pas trop de rétention d'eau, etc. Ouais. En général, les patients le sentent quand même dans leurs vêtements. Ouais, bien sûr. Je sais pas si ça c'est pareil, mais moi souvent ils me disent « Ah, j'ai dégonflé, je me sens dégonflé ». Alors après, pareil, moi, c'est un peu particulier parce que j'ai le biais des personnes qui souffrent beaucoup de leur image, de alimentation troublée, voire TCA, et des fois ils se sentent pas. Ouais, comme moi. C'est un peu compliqué là-dessus, donc on travaille beaucoup sur les ressentis corporels. Mais des fois c'est complètement bloqué parce qu'il y a un gros travail à faire dessus. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et ma population de patients, c'est un peu compliqué de travailler là-dessus, parce que même si l'exemple de l'impédance-métrie, des fois c'est oh là, je suis dégoûté, j'ai pas perdu de poids, donc on travaille sur les valeurs pour essayer de distancer un petit peu ça. Mais l'intérêt de l'impédance-métrie, c'est de voir que oui, effectivement, vous n'avez pas perdu de poids, par contre vous avez pris du muscle, perdu du gras, donc en fait c'est ce qu'on cherche. Mais globalement ça se voit pas malheureusement sur le chiffre global, mais ce qui nous intéresse, c'est la graisse viscérale qui diminue, etc. Ok. Toi, tu as beaucoup de personnes TCA quand même, de patients TCA. C'est la majorité. J'ai beaucoup de patients qui s'autodiagnostiquent TCA. Ça aussi, et ça, c'est très compliqué. Mais alors, honnêtement, j'ai 100% de mes patients qui ont une alimentation troublée. Donc ça, c'est intéressant de faire le distinguo entre vraiment TCA type anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, et l'alimentation troublée qui est... je distingue aliments sains et aliments diaboliques. Je vais aller courir après avoir mangé une part de gâteau, etc. Donc ça doit être 80% de la population qui est comme ça maintenant, à cause soit des médias, soit des réseaux, etc. Et il y a vraiment les critères diagnostiques des TCA. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'autodiagnostiquent. Moi, des personnes qui me disent « je vous consulte parce que j'ai des TCA ». Puis quand on fouille un peu... je mange une tablette de chocolat le jeudi quand je récupère mes enfants. Ouais, et quoi d'autre ? C'est tout. Vous avez juste une envie de manger émotionnelle qui part un peu en vrille, mais en fait, vous n'avez pas de TCA. TCA, c'est 4 tablettes de chocolat tous les soirs pendant 3 mois et beaucoup plus de choses. C'est pas ça. Donc, le fait de leur dire que c'est pas forcément des TCA, déjà, ça aide parce que ça dédramatise et ça fait moins impressionnant à travailler et ça se passe très bien et la prise en charge est assez rapide. Par contre, là, quand il y a des vrais TCA, il faut aller chez le médecin pour que ça soit vraiment diagnostiqué, le diagnostic soit posé. Mais j'ai beaucoup de personnes, mais encore une fois, c'est le biais d'Instagram qui veut ça. Après, ça n'empêche pas que 1 million de personnes en France souffrent de TCA et la moitié n'est pas au courant. Et l'alimentation troublée, je pense que c'est vraiment les 3/4 de la population qui sont touchés aujourd'hui. Donc, c'est important de pouvoir reconnaître tout à l'heure on parlait de la finesse pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau psychologique. C'est important aussi d'avoir les critères des TCA en tête pour pouvoir repérer et envoyer chez le médecin ou le psychiatre, quoi. Belle transition pour ma question suivante, Jérémy, merci beaucoup. Alors, comment on fait justement pour repérer un TCA ? Alors,
Il peut y avoir déjà des petits symptômes par-ci par-là qu'on reconnaît très souvent. Alors ça peut être pour l'anorexie mentale une perte de poids rapide. Je vais remettre une nuance juste après parce que c'est super importante. Mais voilà, c'est une préoccupation corporelle très importante. C'est des pesées limite tous les jours, 3 fois par jour, etc. Faire du body checking tous les jours, 3-4 fois par jour, etc. Au niveau de l'alimentation, ça peut être sauter des repas, ça peut être possiblement commencer à couper les aliments en tout petits, trier, faire du tri excessif, tout ça. Donc voilà, il y a un contrôle sur la quantité de nourriture, on peut sauter des repas, on peut s'isoler socialement, on ne sort plus, c'est faire beaucoup de sport, etc. Après, il y a le DSM-5, qui est le manuel diagnostic pour les troubles alimentaires. Et là où vient la nuance, c'est que par exemple pour l'anorexie mentale, donc on a tous les critères diagnostiques, donc préoccupation corporelle importante, compensation, vomissement, laxatif, etc., sport à outrance. Et il y a ce côté IMC, moi qui ne me va pas du tout. Et ça, je l'ai beaucoup en consultation malheureusement, où je reconnais des symptômes d'anorexie chez des patients qui sont en surpoids ou en obésité. Et quand elles vont chez le médecin, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah bah vous pouvez pas être anorexique, vous faites 120 kilos. Mais avant d'en faire 40, on peut en faire 120 pour le coup. Donc il y a ce critère de poids qui est un petit peu limite pour moi. Donc effectivement, une personne qui va souffrir d'anorexie, souvent la IMC inférieure à 18 est beaucoup plus bas des fois. Mais avant d'avoir cet IMC, il a bien fallu faire 60, 70, 80 kilos. Et là, le problème, c'est qu'il y a des retards de diagnostic. Donc déjà, le patient se sent pas pris au sérieux. Donc déjà, perte de confiance dans le système de santé. Soit on va aller sur Instagram voir des coachs en TCA qui sortent de nulle part, ou parce qu'elles ont vaincu les TCA, elles s'autoproclament coach. Ça, c'est hyper dangereux. Ou elles vont aller voir des charlatans, etc. Et pareil, retard de diagnostic, retard de prise en charge et risque de chronicité du trouble alimentaire. Et malheureusement, il y a 20% des personnes qui souffrent de troubles alimentaires qui se chronicisent, donc qui vont tout le temps en souffrir, alors avec des périodes un peu plus roses que les autres, mais le danger, c'est ça. Donc, il y a cette limite-là de, on peut avoir les symptômes d'anorexie en étant en surpoids, en obésité, etc. Ça s'appelle quand même de l'anorexie à ce niveau-là? L'anorexie mentale, ouais. Après, de la même façon qu'on pourrait souffrir de dénutrition en étant obèse, pour le coup. Donc après, voilà, il y a les critères biologiques. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas bossé dans ce... Avant, c'était l'albumine, je sais pas si c'est toujours le cas, etc. Mais voilà, il y a des personnes en surpoids, en obésité, qui sont dénutries. Il y a des personnes qui peuvent souffrir d'anorexie mentale en étant obèses. On peut avoir des personnes qui sont boulimiques et en obésité. Truc horrible dont je me rappellerai toute ma vie. Pendant mon DU, une des profs donc il y a une étudiante qui posait la question, voilà, j'ai un patient obèse qui se fait vomir tous les jours, mais qui perd pas de poids. Alors déjà, on n'essaie pas de perdre du poids quand il y a déjà un trouble alimentaire, c'est pas la priorité. Et là, tu as la prof qui te sort, ton patient, il sait pas se faire vomir s'il est obèse. J'ai fait, ok. Je me fais la tête une fois avec elle pour une autre raison, mais voilà, c'est le seul point nord de ce DU là. C'est des personnes du gros qui sont très qui manquent de nuances pour le coup. Et là, c'est ultra problématique parce qu'effectivement, la personne peut être boulimique, mais les compensations par les vomissements peuvent pas être suffisamment importantes aussi sur le moment. Et puis ça se trouve, génétiquement ou épigénétiquement, elle est faite pour être obèse. Donc en fait, elle souffre de boulimie, mais on remet en question ça et du coup, on la traite pas correctement parce qu'elle est en obésité. Donc ça, c'est problématique aussi. Donc il y a vraiment ce côté poids qui compte quand même parce que voilà, c'est quand même des cas qui sont assez rares, mais qui existent. Et c'est important de vraiment prendre en compte vraiment tous les aspects, même si le poids est supérieur à la normale du DSM-5, quoi. Ouais. Pour l'hyperphagie, je trouve que c'est encore plus compliqué, en tout cas dans la tête des patients, de se dire, déjà de se représenter, enfin de savoir ce que c'est déjà l'hyperphagie, de se dire que ça peut nous arriver, parce que moi souvent j'ai des patients qui me disent non mais Justine, c'est juste une crise de bouffe. Ils me disent des trucs comme ça, attends, ça revient tous les combien de temps, est-ce que c'est quand t'es toute seule, tout le temps dans les mêmes conditions, et ah oui, là il y a peut-être quelque chose de plus quand même, et ça c'est vrai que dans la tête des gens, c'est pas encore très c'est compliqué, et il y a aussi dans les TCA, il y a beaucoup de déni. Donc il y a ça qu'il faut voir. Donc nous, on sert à ça, justement. Et dans tous les cas, même si on est diète, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on peut pas
poser le diagnostic, même les psychologues, et je trouve ça dommage aussi. Ça irait tellement plus vite si on avait le droit de le faire. C'est forcément médecin ou psychiatre. Et ça irait tellement plus vite dans les prises en charge si on pouvait le faire. Mais voilà, peut-être un jour. Comment tu fais alors pour réussir à créer un environnement sûr pour tes patients? Tu sais, quand ils viennent te voir, pour pas qu'ils se sentent jugés, est-ce qu'il y a des types d'écoute, des types de questions? Je sais pas trop comment je fais. Je pense déjà c'est une nature. Il y a des personnes qui ont la vocation pour s'occuper des autres et il y a des personnes qui ne l'ont pas du tout et c'est un peu compliqué d'être soignant dans ce cadre-là. Après, encore une fois, moi j'ai la chance que mes patients viennent d'Instagram, la chance ou la malchance, parce qu'il y a quand même pas mal de points négatifs aussi, mais en fait ils me connaissent d'avance, donc ils savent qu'il y a de la bienveillance, ils savent qu'il y a de l'écoute, ils savent aussi que je suis passé par là. Ça répond aussi à la question, c'est que je suis passé par là, donc forcément je vais avoir beaucoup plus d'empathie et de bienveillance et je vais pouvoir me mettre à la place beaucoup plus facilement des patients, donc ça aide énormément. Après je pense que ça passe dès la salle d'attente, pour le coup. C'est-à-dire que si, je sais pas, je vais être vilain, mais il y a une chaîne de boutique diététique là, qui fait des classements de patientes avec trop cool, la première a perdu 2,5 kg, comme si on était à la foire au bœuf du petit village du coin. Ça pour moi c'est super hostile pour le coup, donc ça aide pas. Les vieilles photos où il y a un maître ruban avec une pomme dans la salle d'attente, moi je vois ça, je prends la porte tout de suite. Donc ça passe par, je sais pas, de l'inclusivité, de montrer tous les corps en salle d'attente, mettre possiblement des livres, alors je parle pas forcément du mien, il y a plein d'autres livres super cool, mais voilà, des choses qui montrent qu'on va être bienveillant avenant, qu'on va être au-delà de la mécrissologue pour le coup, donc voilà, mais vraiment de mettre de l'inclusivité. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parce qu'on est plein de diètes à être sur les réseaux, donc ça c'est super chouette pour faire de la prévention, et finalement ces réseaux sociaux c'est finalement la salle d'attente. Donc de faire des articles, de montrer l'inclusivité, de montrer la bienveillance, de dire que rien que le poids c'est pas une question de volonté, tout ça aide déjà à mettre le patient dans les bonnes conditions. Et après au niveau de la consultation, moi c'est beaucoup d'écoute active. Ce qui se passe au tout début d'une consultation, c'est racontez-moi ce que je peux faire pour vous, et je laisse parler. Des fois je recadre parce que la personne part un peu dans ses traumas d'enfance, etc. Et là, je dis, là, je me le note, peut-être que ça va nous servir pour plus tard, mais est-ce qu'on peut se reconcentrer sur cette partie-là, sans poser de questions, comme tu disais, des questions ouvertes, toujours, avec de l'écoute active. Et l'idée, c'est vraiment que la patiente ou le patient nous raconte son récit de vie, pour pouvoir mettre le doigt sur tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on va pouvoir traiter. Voilà, c'est vraiment sans jugement, c'est accueillir les émotions. Moi, honnêtement, il y a une personne sur deux qui pleure, voilà, donc c'est laisser des moments de silence, c'est valider aussi l'émotion. Ça peut être reformulé pour montrer qu'on a bien compris. C'est important que la patiente ou le patient se sente écouté, donc c'est vraiment de ce que je comprends, il s'est passé ça, etc. Ça peut permettre aussi à la patiente de rebondir. Voilà, c'est vraiment écoute active, émotion validée, zéro jugement. Les trucs de vous pensez pas que il y a 10 ans, si vous aviez pas fait Weight Watcher, ça irait mieux? Non, c'est ok, vous avez fait Weight Watcher, quel était le besoin à cette époque-là, etc., etc. Donc, voilà, c'est écoute active et on laisse parler le patient. Et c'est l'erreur qu'on fait, que tu as peut-être fait aussi au début, c'est que dans tes premières consultes, on parlait beaucoup trop, quoi. Oui. En fait, moi, très clairement, c'était un questionnaire. Ouais. Et en fait, c'est soit oui, soit non, les réponses. Et vous cuisinez, oui, ok. Et en fait, il n'y a pas de... Le contexte. On n'a pas oui, c'est moi qui cuisine, mais j'ai la charge mentale. On n'avait pas ça. Là, le fait de parler, de voir comment ça se passe à la maison. Pareil pour l'activité physique, pour pas rentrer dans la grossophobie du vous devriez faire du sport, c'est comment vous prenez soin de vous de façon globale, sans parler de sport forcément, mais voilà, vous venez me voir, donc là c'est une façon de prendre soin de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites d'autre le reste du temps? Et sans parler de sport, ni de manger des légumes, etc. etc. Voilà. Ok, très très clair. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de... Bon, je pense que ça englobe les avis non sollicités qu'on peut recevoir, moi, à un moment, c'est vrai que
j'étais vraiment fatiguée et c'est rare que je poste une photo de moi, mais quand je postais une photo de moi, je mets pas de filtre. Moi, tu vois, je prends une photo de moi, je poste comme je suis, quoi. Et donc 3-4 fois, 3-4 commentaires, c'était ah mais t'as l'air fatiguée. Non mais en fait les gars, je le sais que je suis fatiguée, sauf qu'en fait déjà de 1 c'est la tête d'une fille de 35 ans qui se maquille un peu mais qui met pas de filtre, donc c'est déjà un peu la réalité. Mais en gros je le sais en fait. Voilà. Donc c'est des avis non sollicités sur les réseaux, c'est quelque chose qui est parfois pénible. Mais tu as quand même des fois des gens, en tout cas peut-être dans ton entourage, qui vont te le dire, mais pas pour te faire culpabiliser ou plus bienveillant dans le sens fais attention à toi, repose-toi. Voilà. Et donc tu vois, je fais un peu le parallèle avec le poids. Peut-être que on pourrait être aussi amené à un super pote, lui dire mais je remarque qu'en ce moment t'as pris ou t'as perdu un peu de poids, est-ce que ça va? Tu vois, et sans tomber non plus dans la grossophobie ou dans les avis non sollicités et tout ça. Et comment tu penses qu'il faut amener les choses, justement? C'est super intéressant ce que tu dis, parce que le « est-ce que ça va ?» ça veut peut-être dire forcément que ça irait pas. Alors que la personne peut prendre du poids, mais et tout va bien en fait. C'est juste qu'il s'en fout, c'est qu'on va tomber dans le cliché aussi. Et là encore, c'est un cliché, donc comme quoi on est vraiment matrixé. Ça se trouve, il vit sa vie, il mange au resto tous les jours parce qu'il adore ça et il voyage beaucoup, etc. Mais en fait, tout va bien. Et il y a aussi ce truc sur les réseaux sociaux, et c'est un peu compliqué, c'est que aujourd'hui, si on est en surpoids, en obésité, etc., c'est forcément que ça va pas dans notre tête. Alors que oui, alors effectivement, il y a beaucoup de personnes chez les personnes en surpoids, en obésité, qui souffrent d'hyperphagie associée, c'est pour ça qu'ils sont en surpoids, en obésité. En partie, parce que c'est multifactoriel à chaque fois. Mais des fois, il y a zéro problème. Il y a zéro trauma, il y a zéro problème d'émotion. Et c'est ailleurs. Et les personnes vont se focaliser sur je vais pas bien, forcément un truc qui va pas, etc. Et en fait, ça va. C'est juste que voilà, la vie fait que des fois on prend du poids. Alors effectivement, il a pris 20 kilos. Ouais, et puis souvent il y a des autres signes, quoi. C'est vrai que si c'est ton bon pote, tu vois que peut-être son moral est pas au top. S'il se renferme, etc. Qu'il sort plus. Mais là, ce que je ferais, moi, c'est pas. Alors que t'as pris un peu de poids, je l'enlève, c'est. Je te vois plus aux soirées, comment tu vas, etc. Est-ce que tout va bien? Enfin voilà, t'as l'air un peu renfermé. Mais le côté poids, pour moi, c'est un peu touchy, parce que ça montre en fait que si t'as un problème de poids, c'est forcément qu'il y a un truc qui va pas. Alors que ça se trouve, tout va bien. Une question plus globale, alors tu veux dire on te voit moins en ce comment moment, ça va en ce moment, on te voit moins. Et de la même façon qu'en consultation... alors, nous, on a un biais, c'est qu'on est diète, donc 90% des gens viennent nous voir pour le poids, donc c'est facile d'aller sur ce terrain-là. Mais ça peut être bien de dire, s'il n'y a pas de problème de poids, les médecins, par exemple, est-ce que vous vous sentez bien niveau santé, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous avez des problèmes de digestion, etc. Et là, on peut dire, problème de digestion, peut-être que c'est au niveau de l'alimentation, le poids, ça peut jouer, si vous avez des vêtements trop serrés. Et puis là, on a une encoche, sans dire que c'est forcément que le poids, mais diriger indirectement vers toutes les sources des problèmes que le patient va nous sortir, sans dire vous avez une otite, perdu du poids, ou vous avez mal au genou, c'est le poids. Alors ça peut, forcément, mais peut-être que cette personne qui est en surpoids, qui a mal au genou, elle a mal au genou parce qu'en fait elle fait trop de sport, parce qu'elle essaie de perdre du poids aussi. Donc voilà, c'est toujours laisser ouvert et amener surtout le patient à en parler, parce qu'effectivement, comme tu disais, t'as l'air fatigué, je me vois dans le miroir tous les matins, je sais que je suis fatigué. Les personnes grosses, elles savent qu'elles sont grosses, et elles savent que ça fait mal aux genoux, et elles savent qu'elles risquent de mourir plus tôt, etc., s'il y a des problèmes de santé associés, parce que grosseur ne veut pas dire obésité, forcément. Il y a l'apparence physique et l'état pathologique qui doit être diagnostiqué aussi. Donc voilà. C'est un vaste sujet complexe. Ouais, mais je pense que, avant tout, ça se sent, ce genre de choses. Enfin, quand la personne est vraiment inquiète de ton état, c'est un bon pote, qu'elle te pose la question. Ouais, clairement. Après, c'est la façon de l'amener. Après, il y a des personnes qui sont totalement maladroites, et ça se passe bien parce qu'on sait qu'ils sont comme ça, et on sait que c'est pas méchant. Et il y a aussi cette distance à prendre. C'est que, encore une fois, il est pas forcément grossophobe, il est juste maladroit, ou alors il est juste éduqué. En fait, on est tous grossophobes. On va pas se mentir. Pour le coup, on est tous éduqués comme ça. On a tous été matrixés par les magazines, par les réseaux, en diète. Tous les problèmes viennent à peu près du poids. En médecine, c'est être gros, c'est être malade, etc. Donc, on a tout un truc à déconstruire aussi, en n'oubliant pas que être gros, ça peut provoquer des problèmes de santé. Il y a pas mal
sur les réseaux sociaux des mouvements un peu extrémistes qui disent que non, si t'es gros, tu seras jamais malade, c'est des mythos, etc. Non, ça existe. La graisse un peu en surplus est pro-inflammatoire. C'est la science qui le dit. Ça, c'est du déni. On stoppe. Mais voilà, c'est être au courant des choses, c'est pas être dans le déni un maximum et se dire qu'en fait, les personnes grosses, elles savent qu'elles sont grosses parce qu'en fait, on leur met dans la face, soit tous les jours indirectement, soit tu peux pas t'asseoir dans le train parce qu'il n'y a pas assez de place. Tu le sais. Voilà. Et puis ça a un effet contre-productif, un effet inverse, c'est que ces personnes-là, du coup, elles ne consultent pas. Ouais. Et ça, c'est très problématique. Par rapport justement à la grossophobie et les expériences de grossophobie médicale, déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est un risque de plus consulter du tout et d'avoir d'autres pathologies associées. Et la grossophobie et la stigmatisation, prenons l'exemple, je sais pas, d'une femme qui est en surpoids et qui irait à la salle de sport. Ça fait 6 mois qu'elle attend d'y aller, elle y va, elle ose enfin y aller. Elle se met sur son vélo elliptique, t'as 2 meufs un peu connes, je suis un peu vulgaire, mais qui vont passer, qui vont se moquer. La dame va forcément dire elle se fout de ma gueule, parce qu'elles ne seront pas discrètes. Donc grossophobie, moquerie, etc., stigmatisation. Qu'est-ce qui va se passer ? La personne qui s'est mise au sport, elle va rentrer chez elle, elle va plus faire de sport, elle va se cloîtrer chez elle, donc en plus elle va être sédentaire. Claire. Et puis potentiellement elle va manger ses émotions et puis ça va être encore pire. Et là aujourd'hui il y a je crois que c'est une étude australienne qui montre que la grossophobie augmente les risques d'obésité et les risques de troubles alimentaires. Donc c'est important et surtout au niveau des médecins et puis et des gens de façon classique, quoi. Enfin, une personne qui est grosse, elle se tape pas forcément un McDo tous les soirs. Il peut y avoir le poids, c'est multifactoriel dans tous les cas. Donc c'est mettre de la nuance. Et les avis non sollicités, pour moi, j'ai un avis très tranché. C'est que tant que la personne n'en parle pas, on n'en parle pas. Pas mal de personnes qui me demandent ton premier livre, je peux l'offrir. Alors, c'est pas un livre minceur, perte de poids, c'est un livre c'est un peu la Bible, la base un peu de tout, avec tout ce qui se passe dans la tête, l'assiette, etc. Moi, on m'offre ça, je me dis, mais c'est quoi le message en fait ? Donc, si la personne te parle de ça, oui, là, tu as tous les droits de lui dire, alors sans donner ton avis, mais oui, là, tu as tous les droits de lui dire, qu'est-ce que tu fais, comment tu te sens, etc. Par contre, tant qu'elle t'en parle pas, c'est compliqué. Et là, on peut aller vers on te voit un peu moins, ça va, etc. etc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chiffres qui sortent sur les échecs des régimes amaigrissants. D'ailleurs, il y a eu un rapport de l'ANSES qui dit que 80% des cas, un an après, le régime échoue, que les gens reprennent du poids, voire plus, et 95% des cas dans un délai de 5 ans. Donc j'ai lu ce rapport avec attention. Donc déjà, dans ce rapport, ce qui me gêne un petit peu, je ne sais pas si tu l'as lu, mais c'est qu'on analyse les régimes à la mode. Donc en fait, ils ont tapé régime dans Google. Donc ils analysent le régime soupe aux choux, régime citron détox... un peu les régimes extrêmes. Les régimes extrêmes. Donc en fait, c'est dommage parce que je trouve que maintenant tout le monde se base en disant 95% des régimes échouent. Donc ne faites pas de régime, ne faites pas de rééquilibrage alimentaire, ne faites rien par rapport à votre poids puisque ça va échouer. Ça a un vrai côté. Ça sert à rien. C'est bloquant aussi. C'est très bloquant. Par contre, il y a un documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Arte, Le gras c'est la vie, je crois, ça s'appelle comme ça, où un scientifique retourne chercher, je ne sais pas si tu vois l'émission avec le bodybuilder qui a transformé 14 personnes qui faisaient 200 kilos et qui leur fait une diète extrême, qui leur fait pousser des tracteurs, etc. Et le scientifique a été rechercher les 14 participants. Il y en a 13 qui ont repris du poids et même au-delà de ce qu'ils ont perdu. Donc effectivement, ça... en fait, le régime soupe aux choux, que ça soit ça, ou le camp militaire du mec aux États-Unis, c'est pareil, parce qu'on est dans des cas extrêmes. Donc effectivement, il faut distinguer régime drastique et rééquilibrer son alimentation, que ce soit ça, ou plan alimentaire, ou travailler sur l'écoute des sensations. J'aime bien faire les trois en même temps, parce que c'est ce qui représente le plus la réalité normalement. Mais effectivement, le problème, alors c'est les régimes très clairement drastiques parce que c'est intenable, mais pour moi le problème principal c'est que dans ces régimes-là, en fait on s'attaque au poids comme le problème, alors que le poids c'est le symptôme d'autres problèmes. Et en fait c'est ça qui fait que ça échoue, c'est que alors déjà il y a des personnes qui génétiquement
épigénétiquement, mais ça, on peut le changer de génération en génération. Ça va pas dans le bon sens, malheureusement. Mais il y a des personnes qui sont faites pour être en surpoids, en obésité. C'est-à-dire qu'elles vont descendre en bas de leur poids d'équilibre et forcément, le corps va lutter pour remonter au-dessus. Et c'est là que ça part un peu en vrille. Et on a ce côté de, en fait, j'ai suivi mon régime, mais je me suis attaqué à mon poids. Quid de la gestion des émotions, si on part dans le truc émotionnel, voilà, si je fais un régime pendant 6 mois, que je perds 20 kilos, mais que j'ai toujours pas appris à ne pas manger quand je suis triste, en colère, derrière je vais le reprendre, forcément. Donc moi souvent je compare le régime à un anti-inflammatoire. Voilà, j'ai mal au dos, je prends un anti-inflammatoire. Quand je prends mon anti-inflammatoire, j'ai moins mal au dos pendant 4 heures. Mais par contre, si je vais pas chez le kiné ou me faire des semelles parce que j'ai la hanche qui est déboîtée ou le pied plat, en fait, je serai toujours obligé de prendre l'anti-inflammatoire. Donc l'idée, c'est vraiment en profondeur, qu'est-ce qui a fait que j'ai atteint ce poids-là et de résoudre ça. Donc apprendre à gérer ses émotions, si c'était les émotions. Travailler sur une résistance à l'insuline, donc qui va être travailler avec la perte de poids, ça aide pour ça, mais l'hygiène alimentaire, de manger moins de sucre, d'enrober un petit peu les glucides avec des fibres, etc., etc. Mais prendre des trucs qui sont tenables et surtout gérer les causes de la prise de poids pour pas qu'ils reviennent. Tout à fait. Donc, ouais, tu dirais quand même que l'aspect émotionnel est peut-être trop souvent mis de côté? Il est très souvent mis de côté. J'ai beaucoup de patients qui focalisent uniquement sur l'assiette, qui n'arrivent plus à voir tout ce qui se passe à côté. Alors, ça peut être émotionnel comme... alors, des problèmes hormonaux, ils peuvent pas les voir s'ils ne connaissent pas. Donc, c'est normal, c'est à nous de les orienter là-dessus. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas au côté comportemental, alors que tous nos actes viennent de quelque chose. Si tu manges des chips le soir, alors potentiellement, il y a la faim, très clairement, mais ça peut être compenser la mauvaise journée ou une émotion, ça peut être trop bien, je suis enfin posé, ça peut être voilà, j'ai été courir pendant 40 minutes, j'ai trop transpiré, les chips c'est salé, donc mon corps a besoin de sodium, donc j'ai avoir envie de manger un truc salé. Il y a plein de... Tout ce qu'on met dans notre bouche, dans tous les cas, il y a une raison. Donc c'est important que ça soit émotionnel, comportemental, etc. C'est important de voir et d'analyser. Moi, je travaille avec une application où on écrit son journal alimentaire un petit peu tous les jours. Mais à la rigueur, comme je leur dis à mes patients, ok, je leur demande de prendre des photos, comme ça je vois les quantités, les portions, etc. Ça leur évite d'écrire. Mais comme je leur dis, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous me notiez qu'est-ce qui s'est passé si, par exemple, vous finissez à l'assiette. Là, je vois que vous avez plus faim, mais vous finissez. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez fini? À chaque fois, c'est quelque chose soit émotionnel, soit comportemental. Et c'est ça qu'il faut regarder pour travailler dessus. Donc, voilà. Comment on pourrait agir selon toi? Est-ce qu'il faut faire plus d'éducation nutritionnelle à l'école primaire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça manque sévèrement d'éducation nutritionnelle. Et même en primaire, oui. Alors oui, c'est le rôle d'éduquer à l'école, mais c'est aussi le rôle des parents. J'ai quelques ados. Très clairement, quand on a un enfant ou un ado qui vient consulter, le travail il se fait pas sur l'enfant ou l'ado, il se fait sur les parents. Pareil, alors moi j'ai des ados qui souffrent de troubles alimentaires. 100% du temps, c'est pas une généralité ce que je dis, mais dans ma patientèle c'est le cas, mais 100% du temps la maman ou le papa ont des problèmes de troubles alimentaires, et ce qu'il faut travailler c'est avant tout les parents. Les parents qui s'interdisent d'acheter des choses, etc. Ça c'est mauvais, parce que ça maintient les restrictions cognitives, etc. chez l'enfant. Les enfants, c'est des éponges, donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de la prévention. Faire des ateliers à l'école, je suis pas sûr que ça fonctionne des masses, mais par contre, mettre les enfants en cuisine avec la tour d'observation, comme je vois certaines... c'est des formations professionnelles, c'est des diètes qui le font très souvent. Mais voilà. Montessori, ça, ouais. Donc c'est vraiment le côté je fais participer l'enfant, parce que c'est l'éducation. Moi j'ai fait mon stage optionnel, alors c'était il y a longtemps, mais je suis pas sûr que c'est bien évolué. Mais les œufs ça poussait sur les arbres, et puis le lait je sais plus d'où ça sortait, mais ça sortait pas des vaches. Et on était en CM2. Donc il y a vraiment ce côté-là. Le côté éducation nutritionnelle aussi. Des parents surtout au niveau des courses. Parce que malheureusement, moi, alors j'habite à Lyon, je prends le métro assez souvent. Quand je vois des gosses boire un Capri Sun et manger des bonbons à 8h du matin, je pense déjà au dentiste. Et je me dis, putain, le gosse a 5 ans,
dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe, quoi? Même pas niveau poids, niveau santé tout court, niveau concentration à l'école, etc. Et ça vient des parents parce que en fait, l'enfant n'est pas responsable de ce qu'on lui met dans la bouche. Donc effectivement, il y a toute une société qui pousse à la compassion. On est dans une société obésogène. Quand on va dans une grande surface, quand on rentre à l'accueil du magasin, qu'est-ce qu'on a? Des 5+1 gratuits, mais c'est jamais des légumes ou des trucs... du quinoa, etc. C'est des Mars, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un travail à faire. Donc oui, on a beaucoup d'aliments ultra transformés. Donc c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, combien de fois j'y vais. Donc il y a tout ça à travailler avec le patient. Et effectivement, la prévention, c'est la base de tout parce que l'obésité, on peut ne plus être obèse. La question, c'est à quel prix. Donc autant faire de la prévention pour éviter d'y aller parce qu'effectivement, on peut perdre du poids. Mais si au niveau de l'épigénétique, donc l'épigénétique c'est tout ce qui se passe au niveau, je sais pas, environnement social, travail, tout ce qu'on met dans notre bouche, la façon de dormir, la pollution qui fait que en fait le corps va changer entre guillemets et va faire qu'on va devenir de plus en plus obèse. Donc il y a tout ça à travailler et l'idée c'est de le faire au plus tôt parce qu'après des fois c'est irréversible quoi. Il y a des familles avant qui étaient minces et on se retrouve avec des familles qui sont de plus en plus grosses. Parce qu'il y a des habitudes qui sont prises, etc. Donc c'est vraiment de l'éducation à la base pour pouvoir éviter l'obésité, parce que voilà, on pourra perdre du poids, le maintenir dans un poids normal, etc. C'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, tu disais que certaines personnes, pour des raisons épigénétiques ou génétiques, étaient en quelque sorte programmées pour le rester, enfin pour rester en surpoids ou obèse. Tu as des études de ça? Parce que c'est tellement décourageant. Alors, la génétique, c'est décourageant parce qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, en soi, on peut y faire... une personne... je viens d'une famille d'obèses. L'année dernière, c'est un bon exemple du coup, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de sport, 6 fois par semaine, 6 fois par jour, non, c'est un peu beaucoup, 6 fois par semaine. J'ai jamais eu un corps aussi fit. Je ne l'ai pas conservé, alors parce que j'ai pas maintenu les habitudes, ce qui est totalement normal pour le coup. Mais c'est pas irréversible, mais si tu te remets à la salle au sport. Mais je l'ai fait, en fait. Et si je le refais, ça va réarriver. Donc il y a ça, on peut être, tout le monde peut être mince. La question c'est à quel prix de ma santé et physique, et surtout à quel prix de ma santé mentale. Dans tous les cas, sans santé mentale, il n'y a pas de santé globale. Donc voilà. Après, il y a des familles de personnes grosses, génétiquement, où ça va être beaucoup plus difficile parce que il y a des études qui montrent, alors je ne suis pas du tout spécialisé dans le truc, mais que le microbiote peut être perturbé ou différent, ce qui fait que niveau sensation alimentaire, leptine, gréline, etc., c'est un peu compliqué. Voilà, il y a plein de choses qui font que on peut être malheureusement avoir un poids d'équilibre en surpoids. Ça restera, hein, c'est pas une fatalité non plus. Mais il y a des personnes qui, si elles maintiennent pas des efforts constants, seront jamais minces. Et moi, c'est ce que je travaille en consultation aussi, c'est faire le deuil du poids rêvé et d'aller vers un poids d'équilibre. Parce que dans tous les cas, donc le poids d'équilibre, c'est le poids qu'on maintient le plus longtemps, avec des variations de 2, 3, 4 kilos, typiquement en été, typiquement s'il fait chaud avec de la rétention d'eau, pendant le cycle avec le syndrome prémenstruel, etc. Mais c'est un poids qu'on maintient le plus longtemps possible, sans contrôler l'alimentation et sans restriction, et du coup sans craquage, etc. C'est je mange quand j'ai faim, j'arrête de manger quand j'ai plus faim, et tout se passe bien. Et donc le corps est fait pour avoir cet équilibre-là. Si on descend en dessous, forcément, le corps va lutter pour retourner. Donc avec plus on perd du poids, plus la leptine, il y a une incidence sur la leptine qui fait que ça va augmenter l'appétit, etc. C'est pour ça que les personnes, quand elles perdent beaucoup de poids, elles ont très très faim après. En fait, c'est pas le corps qui fonctionne mal, c'est qu'il fonctionne très bien pour retourner à son poids de santé. Et malheureusement, le poids de santé, des fois, il se situe dans le surpoids. Mais tout va bien. De la même façon qu'il y a des personnes qui sont maigres de façon constitutionnelle, mais qui ne souffrent pas d'anorexie mentale, etc. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. L'épigénétique, c'est modifiable de génération en génération, c'est-à-dire que même si tes parents sont gros, tu peux pas te dire voilà, oh là, mon gosse sera gros, c'est foutu. Non, en fait, tu as tout à faire pendant ta grossesse, etc. et pendant les prochains mois pour travailler ton stress, ton sommeil, ce que tu mets dans ton assiette, l'hygiène de vie globale pour que la prochaine génération, ça redevienne à ce qu'il y avait avant. Voilà. Et si le poids de forme il se situe en obésité classe 2 par exemple, qu'est-ce qu'on fait ?
Là, c'est pour moi compliqué, ça pourrait être l'indication du bypass, de la sleeve, etc. Parce que si la santé est mise en danger, forcément, il y a quelque chose à faire, pour le coup. Après, il y a des personnes qui restent en bonne santé. Ça reste assez rare et dans tous les cas, forcément, le tissu adipeux, quand il y en a trop, déjà, il faut voir la graisse viscérale parce que c'est la plus dangereuse. Si on a beaucoup de graisse dans les cuisses, c'est pas forcément dangereux non plus, mais c'est surtout la graisse viscérale qui est dangereuse. Mais c'est voir en fait l'impact sur la santé. Il y a des personnes qui sont alors, l'obésité, c'est un autre sujet, mais ça représente pas la population générale, mais il y a des personnes qui vont ne pas fumer, qui vont manger correctement, qui restent obèses, qui font du sport 3-4 fois dans la semaine et qui marchent 10 000 pas par jour pour être dans le cliché. Et en fait, ça va. Il y a beaucoup plus de risques de tomber malade, de diabète, de type 2, d'hypertension, de risque cardio-métabolique si la graisse viscérale est importante. Mais il y a des personnes pour qui ça se passe bien. Mais il y a toujours l'épée de Damoclès, c'est clair et net. Donc si ça met en danger la vie de la personne et que il faut passer par une sleeve, un bypass parce que c'est urgent pour la santé, c'est nécessaire pour le coup. Donc c'est au cas par cas, encore une fois. C'est clair que voilà, si une personne elle est hyperphage et qu'elle est obèse et qu'on lui coupe un bout d'estomac, alors moi je travaille pas dans les commissions, etc. Mais clairement, moi je dirais non. Parce que c'est parce qu'on coupe un bout d'estomac qu'il n'y aura plus de crise d'hyperphagie si elles sont psycho-émotionnelles. Si elles sont dues à des problèmes d'hormones, ça va être réglé, entre guillemets. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais voilà, quand on est... c'est un peu le côté body positive. T'es gros, accepte-toi, tout va bien. C'est à quel prix ? Donc il y a vraiment cette nuance à mettre là, c'est où je mets le curseur entre ouais, trop cool, je me sens bien, c'est quoi là le risque pour ma santé ? C'est ouais, je peux me sentir bien dans ma peau. Il y a des personnes qui, j'ai horreur du mot, qui s'assument, c'est juste qu'elles vivent, elles se prennent en photo comme nous tous. Par contre, si t'as mal au genou, que t'as tout le temps des remontées acides, etc., et que tu sais que c'est à cause de ton poids, qu'est-ce que tu peux faire ? Si t'as envie de le faire. Parce que là, il y a aussi le côté, est-ce que tu veux le faire ? Parce qu'on n'a pas à dire maigri, t'as mal au genou. Si t'as mal au genou et que ça te gêne, qu'est-ce que tu peux faire quoi. Tout à fait. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'ostéo, de mal de dos, kiné, tout ça. J'ai l'impression que parfois, nos patients viennent nous voir comme un peu, c'est comme si on était un kiné. Tu sais, j'ai un problème de poids, je vais aller voir le diète, j'aurai plus de problème avec mon poids, etc. Et voient ça comme un moment de leur vie. En se disant, bon bah voilà, c'est bon, je suis allée chez le diète pendant 3 mois, c'est bon, je l'ai fait mon effort. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, ça doit être des changements durables. Enfin, tout comme tu as mal au dos, si c'est que tu as mal au dos quand tu es trop souvent assis, il faut que tu ailles marcher, etc. Que tu vas chez le dentiste, c'est pareil. Ou comme si quelqu'un qui fumait, on lui disait, t'arrêtes de fumer 3 mois, et après, c'est bon. Tu peux recommencer. Est-ce que tu retrouves ça aussi ? Peut-être que nous, on devrait plus... moi, tu vois, c'est quelque chose que je faisais pas avant, d'insister plus sur le fait que les changements qu'ils vont mettre en place, c'est des changements à vie. Ouais. Alors, il y a ça. Moi, c'est pour ça que je me suis formé à la thérapie ACT. C'est que dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, il y a cette notion d'engagement vers des valeurs qui sont motrices. Donc, c'est vraiment les sources de motivation inépuisables. Quand on prend le poids, quand mes patients, je leur demande, c'est quoi vos objectifs concrètement ? Vous venez pourquoi ça, donc 90% je veux perdre du poids. Ok, je leur dis la réponse me convient pas. J'entends et je suis là pour vous faire perdre du poids. J'ai pas à vous dire non, restez comme ça, acceptez-vous. Non, vous voulez perdre du poids, on va en perdre. Par contre, ça me suffit pas parce que c'est pas une source de motivation pérenne. C'est une motivation qui est secondaire. Exemple, si je perds pas de poids, oh là là, ça marche pas, j'abandonne. Ou alors si j'ai repris 500 grammes, je suis nul, ça marchera jamais, j'arrête. Ça, c'est les motivations secondaires. C'est-à-dire qu'il y a au moins de petits trucs. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à tes objectifs, tu vas stopper ton cheminement. Les motivations primaires, donc ça c'est en neuropsy, c'est par exemple l'éducation des enfants. Si un jour ton enfant te dit merde, tu vas pas dire c'est foutu, ça va en faire un délinquant, je laisse tomber. Non, en fait, tu vas reprendre tout de suite, tu vas dire ok, il m'a dit merde, c'est pas grave. Là, qu'est-ce que je fais pour résoudre le truc ? Je lui fais un peu plus d'éducation sur la politesse, sur que sais-je, j'ai pas d'enfant, j'y connais rien. Mais là, on est sur une motivation primaire qui va rester sur le long terme. Et ça, c'est tout le travail. Moi, c'est la première consultation en général. C'est OK, vous voulez perdre du poids. Pourquoi ? Pour me sentir bien. OK, pour porter ce que je veux. Porter ce que vous voulez, mais en fait, là, oui, vous achetez du 52, ça existe. Donc, vous pouvez porter ce que vous voulez.
Pourquoi? Ouais, pour aller Et plus en en fait, profondeur. Ouais. c'est un exercice en marketing, poser les 5 pourquoi. Ouais. Et en fait, on va réussir à dézoomer ou alors à rezoomer sur l'essentiel, mais c'est je perds du poids parce que. Et en fait, l'idée, c'est de poser la question jusqu'à ce que le patient te sorte des valeurs motrices. Par exemple, je pense à une maman, voilà, je veux perdre du poids, premièrement. Et en fait, on s'aperçoit, elle me dit, bah, je crois que je fais des crises d'hyperphagie, en plus, je m'interdis d'acheter des choses, etc. Donc là, qu'est-ce que vous pourriez faire? Pourquoi vous venez me voir? Bah, en fait, j'ai ma fille qui a 5 ou 6 ans, elle commence à cacher des paquets de bonbons, etc. Ok, donc là, vous essayez de me dire quoi? Bah, je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Allez, valeur famille. Ouais. Donc là, ok, j'ai pas perdu 500 grammes, mais par contre, j'ai racheté des produits, donc ma fille, elle sait qu'elle peut en manger, et voilà, j'ai coché ça. Donc l'idée, c'est vraiment, il y a le poids, qu'est-ce qui est encore plus important? Je sais pas, je veux faire du yoga, il y a des positions que j'arrive pas à faire avec mon ventre. Alors peut-être c'est une question simplement de souplesse et que c'est psychologique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, bah, je suis essoufflé, je veux perdre du poids. Souvent, on s'aperçoit que même avec du poids en trop, l'essoufflement, il passe quand on s'entraîne, pour le coup. Donc, c'est pas forcément relié au poids. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver des sources de motivation qui sont pérennes. C'est-à-dire que, ok, tu auras perdu tes 20 kilos, mais par contre, ta fille, elle reste importante. Par contre, le fait de te vider la tête et de ne pas exploser au boulot en allant courir le soir à la fin de ta journée pour te vider la tête, ça va rester, etc. Et c'est vraiment un truc à travailler. En fait, c'est sortir du paradigme de la perte de poids et rentrer dans le paradigme du prendre soin de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire à mon service. Et pour différencier, par exemple, pour l'alimentation, le paradigme de perdre du poids, c'est qu'est-ce que je mets dans ma bouche pour perdre. Paradigme du prendre soin de soi, qu'est-ce que je mets dans ma bouche pour prendre soin de moi. Et là, ça change tout. Idem pour le sport. Je vais au sport, je vais à la salle de muscu parce que je vois que sur les réseaux, c'est trop à la mode, ou je fais du HIIT parce que c'est à la mode pour perdre du poids. Je me fais chier, c'est nul, etc. Prendre soin de soi, c'est quoi? Voilà, j'ai découvert qu'en allant courir au bord du Rhône, c'est trop bien, je vois les paysages, ça me vide la tête, et en plus, je fais mon sport. Et là, c'est trop bien. C'est un moment pour moi. Et ça, en fait, elle va continuer à le faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des valeurs motrices. Et c'est pour ça que les formations en thérapie ACT, c'est super important là-dessus. C'est qu'est-ce que je peux faire pour garder ma motivation et avoir des sources de motivation inépuisables. Et avec la motivation, il y a aussi la discipline. Parce que, voilà, il y a des moments où on n'est pas motivé, mais il faut se donner un petit coup de pied au cul pour y aller et voir qu'en fait, que ça se passe bien. Et aussi, des fois, se foutre la paix, parce que ça fait du bien de se foutre la paix de temps en temps. Est-ce que tu as des petits exercices, justement, que tu commençais un peu à en parler, là, donc tu as dit les 5 pourquoi pour réussir à trouver les valeurs motrices. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu donnes comme petits exos à tes patients pour qu'ils gagnent un peu en estime d'eux-mêmes? Moi, je travaille beaucoup sur se déconnecter du corps et du poids. Gros problème qu'il y a avec le body positive, d'ailleurs, parce que, alors c'est très bien, moi ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce mouvement-là aussi, mais ça devient un petit peu touchy aussi, et on voit aussi la limite dans voilà, je me regarde tous les jours, je me dis, ah, j'espère, je suis trop canon, j'aime pas mon ventre, mais j'aime bien mes mollets, etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'on reste toujours axé sur le corps. Donc, le problème, c'est ça, c'est que oui, tu as plein de valeurs qui vont bien au-delà de ton apparence physique, mais en fait, le body positive te pousse à te regarder constamment. Et l'idée, c'est vraiment de se détacher de ça, c'est-à-dire que de te montrer que ta valeur, c'est plein d'autres choses, en fait. Donc, un exercice que je donne très souvent, c'est l'exercice du portrait. C'est un giga CV, en fait. C'est comme si tu te vendais à quelqu'un. Un exercice qui est assez difficile parce que les gens n'aiment pas se vendre en France. C'est souvent vantard. Donner des qualités. C'est un peu compliqué parce que voilà, si tu dis que t'es doué, putain, les gars, il a le melon, etc. Mais en fait, c'est juste des faits. Donc l'idée, c'est vraiment, tu fais 2 colonnes, le positif, donc vraiment les qualités, les compétences, les connaissances, ce que tu as accompli, ce dont tu es fier, etc. Déjà, le fait de l'avoir noir sur blanc, ça fait du bien au moral. Si ça fait 3 pages, tant mieux. Et après, de faire la même chose de l'autre côté, parce que c'est un exercice qui est intéressant, parce que pour le faire souvent en consultation, 50% du temps, 50% de la liste, c'est des choses qui appartiennent pas aux gens. Moi, j'avais fait c'est mon psy qui m'a donné l'exercice il y a très longtemps. C'est un exercice de TCC. Dans mon négatif, par exemple, je suis nul en sport. Parce que mon géniteur m'a toujours dit que j'étais nul à chier dans tous les cas, mais que j'étais nul en sport parce que je voulais pas faire de judo, de foot comme lui voulait en faire, etc. Et là, aujourd'hui, alors je dis pas que je suis une bête parce que je fais du sport du dimanche, hein, très clairement, mais je peux noter dans le positif que j'ai fait le half-marathon des Sables, c'est quand même chouette pour un nul en sport.
Et alors en ce moment, je suis pas trop régulier, mais je vais courir, je vais à la salle de sport, et puis le nul en sport, il a pas à être là, en fait. Nul en foot, à la rigueur, oui, mais c'est même pas que je suis nul, c'est que j'ai pas d'expérience. Donc déjà, Ça nul en veut dire sport, pas, ouais. voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de noter le négatif et d'aller explorer ce qui est noté. C'est est-ce que ça m'appartient? Est-ce qu'il y a des preuves? Alors, il y aura certaines preuves parce qu'on a tous des défauts, très clairement, mais souvent, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Un truc égoïste. Un jour, j'ai eu égoïste parce que une fille n'a pas voulu faire avocate comme ses parents. Euh, L'égoïste, c'est le parent, là, c'est pas la fille. Donc, le égoïste, on l'enlève et on arrive à avoir un portrait qui est au plus juste de nous, qui est complètement déconnecté du poids, du corps. Et quand les personnes vont se dire, voilà, je vais pas être capable de faire ça, bah, en fait, tu vas retourner dans ta liste, tu vas dire, ok, là, en fait, j'ai telle qualité, j'ai telle compétence, puis en plus, j'ai déjà fait ça. Donc, en fait, là, j'ai peur, mais c'est juste une pensée parasite. Mhm. J'ai fait tout ça, j'ai ça en moi, donc je vais pouvoir y arriver. Et ça marche aussi, ça marche pour le poids, ça marche pour le travail, etc. Mhm. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de se déconnecter du corps avant tout. On peut se servir du corps aussi, hein. Par exemple, quand les personnes se mettent au sport, l'idée, c'est pas de se dire ah, trop bien, je suis un peu plus tonique à la fin, je suis congestionné. Soit, ça apparaissait, c'est de la congestion. Pendant ton activité physique, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ton corps t'a permis de faire? Te féliciter de l'avoir fait. Tiens, je suis obèse, j'ai été trop galéré, j'ai été essoufflé, mais par contre, bah, j'ai fait 14 km. Trop cool, bravo. Et là, en fait, on arrive à trouver des ressources. Moi, je travaille beaucoup sur l'écriture parce que bah, le fait de le voir écrit, ça permet de le garder. Et puis quand il y a un coup de mou, tu dis, là, je suis pas bien. Tiens, si j'allais voir ce que j'ai fait la semaine dernière, et là, j'ai de l'énergie qui revient. Ouais, l'écriture, ça marche bien. Hein, De toute façon, le journaling, il y a une étude qui montre que, alors pour les troubles alimentaires, hein, que le fait d'écrire bah, notamment ses émotions, de vider son sac, etc., ça réduit l'intensité et la fréquence des crises. Donc c'est plutôt chouette. Moi, je dis souvent à mes patients de parler d'eux-mêmes comme si c'était leur propre meilleur ami. Ouais. Ça marche bien aussi. Je dis, mais enfin, si c'était votre meilleur ami qui était là en train de vous dire ça, qu'est-ce que vous répondriez? Et souvent, t'as tout la même chose. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai que je lui dirais pas ça. Mais alors, c'est pareil, en fait. Ce qui marche bien, c'est les enfants aussi. Bon, là, j'ai des larmes à chaque fois, mais quand c'est des parents, est-ce que vous diriez ça à votre enfant, là, si elle vous disait ça? Non. Et tout ça, bah, pareil, c'est un travail en acte, en TCC, c'est vraiment défusionner de ses pensées. Ça, c'est des bons exercices aussi. Hein. C'est, voilà, je suis nul. Non, c'est j'ai la pensée que je suis nul. Déjà, ça permet de prendre de la distance et d'ajouter le mais après. J'ai la pensée que je suis nul, mais bah, l'autre fois, j'ai fait ma réunion, ça s'est bien passé. Donc là, il n'y a pas de raison, quoi. Donc, c'est vraiment de défusionner. Le fait de personnifier un petit peu ses pensées. J'ai par exemple une patiente qui appelle sa petite voix un peu tyrannique la connasse. Donc ça permet d'aider. J'en ai un qui l'appelle le petit Hitler, etc. C'est ok, ma connasse là, elle me dit ça. Mon corps, il me dit quoi? Par exemple, elle me dit que je devrais pas manger ce soir parce que j'ai mangé une pizza à midi. Ok, pizza à midi. C'est passé, on revient plus en arrière, hein, c'est plus possible. Là, à l'instant T, mon corps, il me dit quoi? J'ai pas faim, bah ouais, ma petite voix a peut-être raison, j'ai pas besoin de manger. Par contre, si j'ai la dalle, en fait, la connasse, elle va se taire et puis tu vas manger peut-être moins parce qu'il y a eu la pizza, donc tu auras peut-être un peu moins faim que d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment mettre de la nuance, de la flexibilité et prendre de la distance avec ses pensées limitantes, etc. Ok. Ce qu'on peut dire aussi pour les diètes qui vont nous écouter, c'est que souvent on est un peu démunis, en tout cas au début. Quand on a un patient qui venait absolument pour une perte de poids et qui ne perd pas de poids, et c'est compliqué. Alors t'expliquais tout à l'heure l'impédance-métrie qui permet de voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent bouger. Mais ce qu'il faut aussi dire aux patients, je pense qu'on ne le dit pas assez non plus, c'est que réussir à stabiliser son poids, en tout cas d'arrêter la pente ascendante de la prise de poids, c'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès, et comme on disait tout à l'heure, c'est que moi, ce que je fais en consultation, je disais, quand une personne me dit « trop bien, j'ai perdu 2 kilos », je leur dis « je m'en fous ». Le chiffre, je m'en fous là. Qu'est-ce que vous avez fait pour perdre ces 2 kilos? Et moi, je travaille beaucoup là-dessus, c'est « ok, j'ai perdu 2 kilos, niveau alimentation, niveau environnement, niveau social, niveau machin, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place ?» Et moi, ce que j'invite les patients à faire, c'est vraiment noter au cours du mois qu'est-ce que vous avez fait. Et voilà, j'ai préparé mes repas 2 fois dans la semaine pour toute la semaine. J'ai repris 1 fois le sport par semaine. J'ai pris rendez-vous chez le psy. Mais ça a 15 000 fois plus de valeur que ces 2 kilos en plus qui peuvent revenir le mois prochain parce que tu as tes règles, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de noter
tout ce que tu fais, c'est valoriser les actions plutôt que le poids. Parce qu'en plus, comme on disait tout à l'heure, si c'est une balance à aiguille ou sans impédance métrie, ce poids, il veut tout et rien dire. Donc potentiellement, tu as perdu 2 kilos, mais c'est de l'eau parce que tu as une gastro il y a 3 jours. Donc voilà, c'est valoriser l'action plutôt que le nombre de kilos sur la balance. Bon, t'es diète, tu fais du sport, t'écris des livres, tu crées du contenu sur les réseaux, t'as un podcast aussi. Ouais. Comment tu fais pour prendre soin de ta santé mentale, toi ? J'ai la chance d'avoir mon compte Instagram et c'est beaucoup plus simple quand on est connu sur les réseaux sociaux d'avoir un revenu qui est très intéressant. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler beaucoup moins. Alors je fais du sport, j'ai un podcast, j'écris des livres. Les livres, c'est une fois dans l'année. Alors c'est une grosse période de stress, etc. Ouais. Mais ça ne représente pas l'année. Le podcast, honnêtement, c'est très aléatoire. Je vais reprendre à la rentrée, donc ça va être un peu plus soutenu. Mais un conseil que je pourrais donner, moi, c'est vraiment sur votre Doctolib ou autre, si vous avez autre, mettre des cases. Bien définies, ouais. Ouais, moi, si on voit mon Doctolib, en fait, c'est multicolore. J'ai mes plages de consultation. J'ai mes plages de sport. C'est dramatique ce que je dis, mais j'ai mes plages pour aller voir mes potes. J'ai mon endroit psy, côté comptable aussi, qui est un peu moins cool. Mais en fait, j'ai vraiment inscrit ça comme si je prenais rendez-vous chez le médecin, mais c'est un rendez-vous avec moi-même et c'est obligatoire pour moi. C'est-à-dire qu'il peut se passer... Alors, pas n'importe quoi, s'il y a une urgence absolue, voilà. Mais c'est que ça bouge pas. Mais c'est écrit, c'est fixé. Et ça évite bien des soucis parce que j'ai déjà fait un burn-out, j'ai frôlé un deuxième. Et le temps, c'est ultra important. Alors, en libéral, on est d'accord qu'il y a le souci financier. Et voilà, quand on ne travaille pas, on n'a pas de revenus. Mais si on est dans un burn-out, etc., en fait, on ne travaillera plus et on n'aura plus du tout de revenus. Donc, il vaut mieux parfois prendre son après-midi ou une heure pour prendre... Mes patients, je leur dis, vous posez vraiment un truc, par exemple, le mercredi soir, s'il faut marquer que vous prenez un bain mercredi soir, vous le notez. Mais c'est vraiment super important de prendre du temps pour soi. C'est pas de la perte de temps. C'est pas égoïste. C'est un peu comme les mamans qui enchaînent la journée de travail plus la journée avec les enfants. C'est beaucoup plus salvateur de prendre une demi-heure pour rentrer à pied ou se poser dans un parc et puis laisser les enfants un peu plus longtemps à l'assistance scolaire. Et d'être cool avec eux en rentrant, que ça se passe bien, plutôt que de rentrer directement pour faire la maman en super-héros et leur gueuler dessus, quoi. Et c'est pareil avec nos patients. Moi, des fois, entre midi et 2, je vais courir parce que j'ai eu beaucoup charge émotionnelle le matin avec certains patients. En fait, je vais courir pour me vider la tête. Et en fait, je suis beaucoup plus efficace. Alors qu'entre midi et 2, j'aurais pu faire mes comptes rendus. Mais les comptes rendus, je les ferai plus tard. Et ça se passe pareil. Donc voilà, c'est vraiment prendre du temps. Et après, ce qu'on voit sur les réseaux, honnêtement, j'ai de la chance. Je travaille pas H24, c'est plutôt chouette. Alors j'ai peur de retravailler H24 parce que je l'ai fait. Pendant 4 ans, j'ai bossé 7 sur 7. J'ai payé le prix. Donc c'est trop cool, on a plein de sous, mais si on peut pas les utiliser parce qu'on est cloué sur le canapé, c'est pas intéressant. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme ressources aux diètes qui nous écoutent ? Est-ce que tu as des livres, des podcasts à faire écouter ? Celui-ci notamment, mais vous y êtes déjà. Donc voilà. Après, il y a le podcast de Charles Brumeau, Dans la poire, qui est super intéressant sur les questions comportementales. Après, podcast, j'écoute pas forcément beaucoup. En livre, c'est super horrible ce que je veux dire, mais les livres, j'aime pas trop parce que c'est vite périmé en soi. Donc j'aurais vite tendance à plutôt diriger les gens vers des études. C'est super important dans notre métier d'actualiser tout le temps. On le voit avec certains diètes qui ont 60 ans, même ceux qui sortent de l'école, mais qui sont encore dans des schémas, couper les glucides, etc., qui sortent des énormités, donc vraiment toujours actualiser avec des études récentes. Et des ressources, franchement, les DU, les choses comme ça, et même les formations qu'on citait au début au CFDC, là, notamment sur la partie comportementale, etc., c'est pour moi indispensable de se forcer, parfois se forcer, à se former régulièrement pour être au top et pouvoir faire avancer les patients. Et nous aussi, par la même occasion. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu souhaites absolument, dont tu souhaites parler ? Ça me paraît pas mal. Ouais, on a déjà abordé plein de choses. Si, peut-être pour les professionnels, ce que je vois souvent, c'est sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook de diététiciens, je vois souvent des diètes qui demandent des conseils pour les troubles alimentaires. Voilà, je reçois une patiente, j'ai jamais eu de personne qui souhaite anorexique, qu'est-ce que je peux faire ?
en fait. Il va Non, pas. il n'y va Ouais, pas. ouais, En ouais. fait, tu trouves un diète C'est clair. dans sa ville ou autre, mais en fait, les commentaires de 2-3 diètes, là, ça va pas suffire. Ouais, je suis Donc, d'accord. c'est vraiment, pas délégué, mais vraiment réorienté. Réorienter. Typiquement, moi, quand on me demande des conseils sportifs, non. Parce que j'y connais franchement pas grand-chose. Idem pour tout ce qui est... Non, il y a beaucoup de problèmes intestinaux, flore intestinale, etc. Ça, FODMAPs, tout ça, j'y connais franchement pas grand-chose, hormis ce que j'ai appris il y a longtemps. Donc vraiment, pas hésiter, c'est pas une honte. Il vaut mieux être spécialisé dans un domaine que faire tout et être nulle part. Et vraiment, c'est important de réorienter vers les spécialistes des sujets. Ouais. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te suivre? Et ben sur Instagram, sur mon compte Menthe Banane, Menthe-du-bas Banane, j'ai une chaîne YouTube aussi et mon podcast Histoire de poids. Et j'ai mon livre, le premier. Comment il s'appelle? De la tête à l'assiette. Oh putain. Et tout va bien se passer. Et j'ai mon premier livre aussi, De la tête à l'assiette, qui est sorti il y a 2 ans. Sur Amazon, on peut le trouver? Sur Amazon, dans toutes les librairies, qui est ressorti en pocket à prix réduit, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà. Cool. Eh ben, un grand merci, Jérémy. Merci à toi.